Les savants, d'où qu'ils viennent, doivent se mettre à apprendre cette langue pour participer au mouvement. Al-Biruni raconte: j'ai été élevé dans une langue, celle du Khorezm, où la science se trouverait aussi à l'étroit qu'un chameau dans une gouttière. Je me suis donc mis à apprendre l'arabe et le persan. Mais notre religion et l'empire sont arabes. C'est pourquoi les sciences de toutes les régions du monde ont été traduites dans la langue des Arabes. Aussi se sont-elles embellies, ont-elles pénétré les cœurs, et la beauté de la langue a coulé dans les veines et les artères de tous. Il y a un engouement général pour la lecture, pour le savoir. Il est favorisé par l'introduction et la diffusion du papier, selon des techniques importées de Chine. Les copistes disposent alors d'un matériau léger, solide et beaucoup moins onéreux que le papyrus et le parchemin. Le commerce de manuscrits se développe. Les boutiques de libraires, ouvertes à tout public, se multiplient. Le livre devient le vecteur d'un mouvement intellectuel qui touche à tous les domaines du savoir. C'est ainsi que l'inestimable gisement des manuscrits grecs, que l'Europe avait oublié et que Byzance se refusait à exploiter pour des raisons dogmatiques, peut réintégrer dans la langue des Arabes le flux vivant de la pensée universelle. On assiste à l'émergence d'une figure prestigieuse, celle du savant total, de l'érudit tout-terrain, à la fois grand voyageur, philosophe, musicien, mathématicien, astronome. Précurseur des encyclopédistes du XVIIIe siècle, ces savants abordent librement tous les sujets intéressant les fondements de la cité, en même temps qu'ils pratiquent la médecine, la chimie ou la botanique. À leurs yeux, l'islam n'oppose pas la raison à la révélation. Au contraire, l'islam tient la raison pour un irremplaçable instrument de la pensée. Il lui assigne même pour mission d'éclairer la révélation. L'islam ne se présente pas comme une religion irrationnelle. Il y a des aspects dans le Coran, c'est bien connu, qui prônent la réflexion. Et les sciences islamiques s'étaient déjà formées, étaient rompues à la discussion, etc. Donc ce n'était pas... il y avait toute une armature rationnelle. Mahmoud, il a voulu, je pense, si on prend le problème de ce point de vue-là, sa décision politico-culturelle a consisté à introduire un usage de la raison que les musulmans n'avaient pas inventé, qui avait été inventé par d'autres, mais qui pouvait avoir son intérêt. Et ce qui me confirme dans cette idée, c'est un passage d'ailleurs assez connu du philosophe Al-Kindi, qui a été d'ailleurs très bien en cours auprès de Mahmoud. Au début de son livre de la philosophie première, il donne son programme, et son programme philosophique, son programme de philosophe, c'est de rassembler tout ce que les philosophes ont trouvé dans les temps précédents, de faire passer cela en arabe, de le mettre à la portée de l'époque, et de cette façon-là, de compléter la philosophie. Et qu'est-ce que ça veut dire compléter la philosophie? On le voit par l'intention générale de son œuvre, c'est retrouver ce qui a été inspiré aux prophètes d'un seul coup, et que les hommes mettent des siècles à retrouver. Je crois qu'il y a un ajustement entre les mentalités. Il y a aussi une soif de connaître que je crois la révélation, le message coranique encourage, justifie et impose d'une certaine manière aux esprits qui en sont capables. La révélation coranique appelle tout homme, où qu'il soit,
à proportion de son talent naturel, de son fond mental, à connaître la vérité. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit être philosophe, naturellement, mais ça veut dire que ceux qui ont la capacité de le devenir doivent affronter leur destin, leur destinée, leur destination. Et c'est ce qu'a compris le pouvoir abbasside. C'est ce que met en œuvre cette maison de la sagesse. C'est une maison pour les sages, bien entendu, faite par des sages, pour des sages, mais c'est une maison qui, au fond, va devenir un foyer pour l'humanité entière, parce que qu'on soit à un bout ou à l'autre de cet immense empire, on peut en recevoir finalement quelques lumières, si on y est appelé. Donc je crois que là, il y a une rencontre heureuse, rare, précaire, entre le message religieux et finalement la situation de l'époque, dans tous ses aspects. Il y a des savants pour faire de la science, il y a les moyens économiques d'organiser la circulation des échanges, et puis il y a la volonté politique de le faire. Ces trois conditions sont rarement réunies, hélas, à toutes les époques de l'histoire. Recherche, débat, controverses passionnées suscitent un bouillonnement intellectuel qui exaspère les lettrés traditionalistes. Pour ces derniers, la liberté de conscience va trop loin. Elle risque de mettre en question l'omniscience divine. Un de ces lettrés, Ibn Qutayba, ridiculise en ces termes les intellectuels laïcs. Le fin du fin, pour eux, est de lire des choses sur la marche des astres, de s'intéresser à la logique, alors qu'ils ne comprennent rien à la loi de Dieu. Mais les savants pourront continuer de réfléchir, d'écrire et d'enseigner, durant 3 siècles, tant que les princes continueront de les protéger, partant du principe selon lequel les croyants doivent exercer leur propre jugement face à toutes les questions auxquelles les textes sacrés n'apportent pas de réponse explicite. Le vrai titre de gloire de Bagdad au cours de cet âge d'or, il est là. C'est d'avoir osé penser que l'homme pouvait accéder, par l'expérience et la raison, à des vérités qui, loin d'insulter à la parole de Dieu, permettaient au contraire de l'éclairer. Que les savoirs profanes, acquis ici-bas, convergeaient naturellement vers cette parole, comme vers leur clé de voûte, dans le ciel. La poésie arabe nous montre que l'Andalousie est un pays imaginé par ses habitants. Il semblerait que ses habitants l'aient construite à l'image de leurs rêves. Alors ils ont développé l'agriculture, le jardinage, le monde urbain, la cuisine, une façon de comprendre le temps, la poésie, la relation avec les femmes, toute une série de valeurs qui, en fin de compte, représentent le rêve arabe. De nos jours, lorsqu'un arabe parle de l'Andalousie, il parle encore d'un rêve, d'une puissance, de son califat. Mais en réalité, il parle d'une grande œuvre, d'un immense décor dont le monde arabe avait besoin à cette époque pour se réaliser pleinement.